Bonjour à tous. On va commencer notre atelier. Donc, je me présente, je suis Alexandre Choplin, conseiller à la Chambre des métiers, et on va vous présenter aujourd'hui adopter un marketing responsable pour développer votre business. Et pour ça, rien de mieux que 3 entrepreneurs pour parler en fait de leur expérience et justement de voir comment ils ont mis en place leur marketing. Alors, marketing, qu'est-ce que c'est ? C'est souvent on se dit mince, le marketing c'est quelque chose que je dois vendre à quelqu'un qui n'en a pas besoin et de montrer que c'est essentiel. Alors que non, c'est pas du tout ça. Le marketing, c'est finalement de créer un lien essentiel avec votre client et de partager ensemble en fait des valeurs. Et donc peut-être ce qui est important dans le marketing, c'est de mettre en place en fait des valeurs et d'en discuter avec le client et de justement mettre en avant en fait ces valeurs. Pour ça, on va avoir 3 témoignages d'Angélique, d'Adelin et de Aurélien qui vont parler de leur activité. Et donc, j'ai passé le micro à Angélique. Et Angélique, est-ce que tu peux déjà nous présenter un petit peu ton entreprise ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Angélique. Donc, moi, j'ai ouvert une biscuiterie, mais qui est sans sucre raffiné, sans farine blanche. Donc, le marketing est très important dans cette entreprise-là, puisqu'il faut effectivement faire découvrir les choses de manière différente, puisque ce n'est pas une biscuiterie classique. Et moi, j'ai ouvert il y a maintenant un petit peu plus d'1 an. Je suis située à Guignan, sur la route de Redon, entre Rennes et Redon. Et voilà, j'ai lancé cette aventure il y a 2 ans, mais j'ai officiellement ouvert le laboratoire Equicroc il y a 1 an maintenant. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as essayé de te différencier par rapport à ta concurrence ? Alors la concurrence, finalement, elle est quand même assez restreinte, puisque moi, je suis 100% effectivement à indice glycémique bas. Donc, je ne travaille aucun sucre blanc et aucune farine blanche. Et moi, j'ai lancé surtout cette aventure-là aussi parce qu'effectivement, je suis diabétique de type 1, insulinodépendante. Donc, étant passionnée de pâtisserie, j'ai dû réinventer l'intégralité des classiques français de la pâtisserie, sans sucre et donc sans farine blanche également. Et c'est surtout qu'effectivement, il fallait se démarquer, mais en même temps, pas trop. Il y a toujours cette difficulté de curseur, parce que se démarquer, parce que c'est important de spécifier qu'il n'y a pas de sucre blanc et pas de farine blanche et rien qui fait monter le taux de sucre dans le sang, malgré le fait que ce soit sucré en bouche et qu'on ait justement ces douceurs et ce plaisir gourmand. Mais finalement, il fallait quand même pas trop se démarquer pour que ça puisse être des biscuits accessibles à tous et pas uniquement la cible des diabétiques, puisque c'est souvent ce qu'on me répond en me disant moi je suis pas diabétique. Tant mieux, mais l'idée c'est pas que les clients Equicroc soient uniquement des diabétiques, c'est plutôt que tout le monde puisse y trouver son compte en fait et trouver ça gourmand en bouche, mais sans avoir effectivement le côté nocif du sucre et en tout cas du taux élevé de glycémie dans le sang. Et justement, comment tu fais pour essayer de déminer cette relation de dire mince, je peux voir 0% de sucre ou pas de sucre, et donc que ça va être peut-être un peu fade, etc. Donc qu'est-ce que tu as mis en place pour contrer ça ? Alors je suis encore un petit peu en recherche, mais au tout départ, effectivement, l'idée était de partir sur la notion d'indice glycémique. Mais le problème, c'est que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, d'où aussi le fait de se différencier de la concurrence vraiment directe de ceux qui font que de l'indice glycémique bas. Là, ça va être vraiment sur du produit et de faire découvrir, mais de toute façon, il n'y en a pas sur la région bretonne. Donc j'étais relativement tranquille sur la concurrence, directe en tout cas. Et la concurrence indirecte, c'est-à-dire les autres biscuiteries, les pâtisseries, etc. Là, l'idée, c'était justement de parler d'indice glycémique au départ. Mais finalement, je me suis rendu compte rapidement que justement, à part les diabétiques ou les gens très concernés par tout ce qui est valeur nutritionnelle, ne connaissent pas ces termes-là. Donc le mot n'était pas forcément adapté, d'autant plus qu'effectivement il y a aussi des problématiques de réglementation. La DGCRF n'autorise pas par exemple d'utiliser ce terme d'indice glycémique sans avoir des notions de nutrition très très strictes. Donc c'est d'autant plus compliqué de pouvoir utiliser tous les termes que l'on souhaite pour attirer les clients et les convaincre justement du produit. Donc depuis, je revois un petit peu les choses et j'appelle ça vraiment des biscuits au sucre de coco par exemple, puisque c'est le type de sucre que je vais travailler. Donc le marketing, moi aujourd'hui, passe par ce sont des biscuits au sucre de coco, des biscuits au sucre de bouleau, parce que le mot sans sucre, le mot 0%, effectivement, n'est pas forcément adapté à l'oreille de tout le monde, puisqu'on va se dire c'est fade, c'est pas gourmand et moi j'en ai pas besoin. Quand je mange quelque chose de sucré, c'est que ça soit très gourmand, très
très dans l'habitude de ce qu'on a justement dans les pâtisseries, les biscuiteries classiques, quoi. Donc le marketing, pour moi, il est encore un peu en recherche, plus d'1 an après, parce que l'idée, c'est que ça puisse parler à tout le monde, mais ça donne envie, sans utiliser des termes interdits en nutrition, ou en tout cas contrôlés, donc c'est très compliqué. Ouais, c'est cet équilibre qui n'est pas facile peut-être à trouver, de savoir comment parler de mon produit sans faire peur, mais aussi attirer de la clientèle. C'est ça. Et aussi, c'est beaucoup peut-être discuter finalement avec tes clients face à face. Oui, parce que si on enlève aussi la partie indice glycémique ou tout ce qui concerne justement l'équilibre glycémique, j'enlève aussi la cible et du coup aussi les gens concernés à 100% comme moi, et ce pourquoi j'ai créé Equicroc au départ. Donc effectivement, cet équilibre-là entre le marketing pour attirer et du coup uniformiser un petit peu tout ça, et en même temps se dire que faut pas perdre de vue son objectif principal. Pourquoi j'ai créé ça ? Parce que je suis diabétique. Pourquoi est-ce que j'ai créé ça ? Parce que j'avais envie que tout le monde puisse découvrir ce type de pâtisserie. Donc en fait, il faut toujours avoir cet équilibre-là, effectivement. Et en fait, c'est peut-être de matcher un peu entre les deux. En tout cas, moi, là, aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire. Sur mes paquets, par exemple, de biscuits, c'est indiqué au sucre de coco, mais c'est marqué 0% sucre raffiné. Parce qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui sont un petit peu quand même attirées par ce type de produit et qui savent le côté nocif du sucre blanc, donc ça leur parle. Donc j'essaye de faire cette balance-là. Par contre, si je sens aussi que l'interlocuteur effectivement est sensible à l'indice glycémique, là je vais y aller à fond et je vais lui indiquer que je suis diabétique, que ça ne fait pas monter ma glycémie, que je ne mets pas d'insuline, que j'utilise tel et tel et tel, et que les produits ne font vraiment pas monter la glycémie. Et je rentre dans le technique un petit peu de cet équilibre glycémique du coup. Bon, on sent quand même beaucoup de passion. Et je pense que c'est ça qui est important quand même de véhiculer dans l'entreprise. Est-ce que tu es d'accord ? Ouais, je pense que vraiment, moi, au tout départ, en tout cas, il y a eu énormément, enfin encore aujourd'hui, mais forcément, avec le temps, ça s'essouffle et ça prend vraiment l'envergure d'une entreprise qui roule et qui tourne et qui prend son petit bout de chemin. Mais au tout départ, effectivement, moi, j'ai fait un crowdfunding, donc un financement participatif sur la plateforme Mimosa, et pour en fait créer mon laboratoire de production et me lancer. Et en fait, c'est là que j'ai vu que la passion et vraiment ce qu'on véhicule est très important, parce que c'est passé par une vidéo que j'ai diffusée en fait pour récolter des fonds. J'ai quand même récolté plus de 8 000 €. Donc c'est là que j'ai vu qu'en fait effectivement il fallait véhiculer les bons termes, mais surtout ce qu'on veut vraiment faire, pourquoi on le fait, et avec passion et les mots justes en fait. Mais tout ce qui est comme ça, tout ce qu'on développe en tout cas en tant qu'entrepreneur, surtout quand on est tout seul, c'est vraiment ce qu'on ressent au fond de nous finalement, et pas forcément que des choses très définies par les termes. Et du coup, es-tu d'accord pour dire qu'il faut remettre un peu de l'humain dans la communication, puisque on voit, tu nous parles beaucoup de toi, de ton expérience, mais justement peut-être ta clientèle, elle s'en définit aussi, et puis aussi elle sent cette passion, etc. Finalement, on est sur une relation humaine que tu établis avec ta clientèle. Ouais, c'est ça. Il y a effectivement plusieurs pâtisseries quand même qui existent sur Paris, sur Lyon, sur Marseille, sur des grandes villes par exemple, qui font ce genre de choses. Et en fait, là, je l'ai vu moi, c'est qu'il y en a certains qui découlent d'expériences personnelles, entre guillemets, médicales comme moi. Et on sent quand même que là aussi, il y a beaucoup plus l'envie d'aller vers ce type de produit que quelqu'un qui va se lancer en disant, en fait, moi, c'est juste parce que, on m'a dit que c'était bien d'éliminer le sucre, en fait. Et en plus, on sait de quoi on parle. Et je pense qu'on n'est jamais mieux, effectivement... on n'est jamais meilleur vendeur que de connaître son produit, de connaître son projet et pourquoi on le fait et dans quelles conditions. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut jamais perdre de vue ce pourquoi on l'a créé au départ. Parce qu'on peut se perdre aussi justement dans ce qu'on nous dit, que ce soit les clients, les partenaires, les fournisseurs, les gens qui nous entourent, comme toi Alexandre. Et en fait, entre ce qu'on nous dit, ce qu'on a envie nous de véhiculer, ce que le client aussi va percevoir, et puis le chiffre d'affaires, parce qu'on est quand même là pour faire du business, malgré tout. Et il y a toujours cette balance-là aussi, où c'est encore un équilibre, mais effectivement... l'humain pour moi est, en tout cas moi dans mon type de projet, est primordial de toute façon, et l'idée c'est pas de toucher les gens avec mon histoire, mais c'est plutôt de leur dire que je sais de quoi je parle. En fait c'est aussi ça la balance, c'est pas de dire voilà moi je fais un financement, je suis diabétique, aidez-moi parce que je veux pas de sucre, etc. C'est aussi justement de dire en fait on est tous concernés par ça, et moi au moment la vidéo c'est ce que j'expliquais, mais l'idée n'étant pas non plus de surfer sur le perso, mais en tout cas d'indiquer que c'est important pour nous en termes de projet, quoi. Non, mais on peut dire que c'est ton expertise
Finalement, le marketing, c'est faire part de votre expertise, de la vente de vos produits ou de vos services que vous allez faire. Finalement, en fait, ça passe. Vous êtes des entreprises, des fois tout seul. Et donc, ça veut dire que c'est le chef d'entreprise qui est le premier technicien, le premier commercial. Et donc, il faut que la clientèle elle sente que le chef d'entreprise, il sache exactement de quoi il parle. Et donc, d'en être un expert. Et donc, c'est peut-être pour ça que c'est important de finalement parler de soi-même et de reparler des propres valeurs que vous souhaitez peut-être injecter dans votre entreprise. Et d'être transparent du coup aussi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de projets qui se créent sur des vraies valeurs, des vraies expériences et des vraies envies, mais qui finalement ne le ils le laissent pas transparaître. Et c'est dommage parce que finalement c'est ce pourquoi on vient. Des fois sur des projets, on va les suivre parce que justement il y a cette envie d'être convaincu par ce que la personne véhicule, et on n'est jamais mieux convaincu que par quelqu'un qui sait de quoi il parle, c'est clair. Eh ben, merci Angélique. De rien. Alors on va appeler Adelin. Adelin, donc président de Phoner. Est-ce que tu peux présenter ton projet ? Oui, bonjour, enchanté. Donc je me présente, Adelin, j'ai 23 ans et il y a un peu plus de 3 ans maintenant, j'ai créé Phoner, donc une entreprise qui est spécialisée dans la téléphonie mobile. Aujourd'hui, on a 3 activités distinctes. Une première qui est dédiée aux particuliers, où là on a des points de vente physiques et on va faire de la vente de téléphones reconditionnés, de la réparation, de la reprise et de la protection. Aujourd'hui, on a 3 points de vente dans l'Ouest, à Vitré, Rennes et Laval. En parallèle de ça, on a construit une offre pour les professionnels, Phoner Business, où on va proposer les mêmes services, avec en plus la gestion de flotte et les forfaits mobiles. Et donc là, on est opérateur télécom sur le réseau d'Orange, et on accompagne assez largement les entreprises, donc ça va de la PME de 20-30 personnes à l'ETI de 1500. Et la dernière activité en date, c'est le reconditionnement de smartphones. En fait, on a fait le choix sur le marché du reconditionnement, qui est un marché où la qualité est vraiment au cœur du sujet, et bien de maîtriser les produits qu'on va distribuer à nos clients. Et donc, on est en train de monter une usine de reconditionnement du côté d'Étrelles, donc quand on va de Rennes vers Laval, pour pouvoir reconditionner à terme à peu près 50 000 terminaux par an, donc d'ici 3 à 4 ans. Donc voilà, on est une vingtaine aujourd'hui et on a été accompagné par la Chambre des métiers au début de Phoner, parce que avant d'être des vendeurs de terminaux, on a d'abord été des réparateurs, finalement, donc des artisans sur ce métier-là. Et est-ce que tu peux nous dire quel est le point commun entre ces 3 activités ? Est-ce que tu as des valeurs communes ? Ouais, c'est une question qui est super intéressante parce qu'en fait, on a beaucoup grossi ces dernières années. Et à un moment, on s'est posé la question de pourquoi on faisait tout ça. Et donc, c'est vrai qu'avant de parler de marketing, j'aime bien toujours me poser la question et se poser la question collectivement de pourquoi on a lancé tout ça. Et on a trouvé une phrase qui résumait assez bien ce que l'on fait, c'est prolonger la durée de vie des appareils. Et donc, avant même de parler de marketing, etc., c'est le sens, le why un peu, on dit souvent, qu'on a voulu donner à Phoner. Et donc, c'est vrai que nous, on est dans un métier qui, par chance, fait pas mal de bien à la planète et donc permet de préserver les ressources, etc. Et donc, c'est ce qui nous anime et ce qui est commun aux différentes activités, en fait. Prolonger la durée de vie des appareils, que ce soit à travers la réparation, la reprise, le reconditionnement, etc. Donc ouais, c'est ce terme de durabilité qu'on retrouve en commun et qui fait le lien entre ces 3 activités. Et comment tu vas communiquer avec tes clients pour chacune de ces activités ? Est-ce que tu as des moyens différents que tu as mis en place ? Ouais, moi je suis plutôt partisan de rester quand même assez succinct et plutôt montrer des choses sans dire on est les meilleurs. C'est vrai que d'autant plus dans les télécoms, dès qu'on parle de marketing et d'environnement, on a beaucoup de greenwashing, etc. Et c'est vrai que nous, on veut surtout pas être assimilé à des choses comme celle-ci. Donc c'est vrai qu'on prend pas mal de pincettes et on essaye de mettre notre pierre à l'édifice à travers chaque projet, chaque entité. Pour la partie retail, boutique, on a participé aux éco-défis qui a été mis en place par la Chambre des métiers. C'est quelque chose de tout simple en fait. On va prendre une grille de tous les pôles qui ont un impact à travers l'entreprise, que ce soit la fourniture d'énergie, la fourniture des voitures, enfin la fourniture du papier, de la papeterie, etc. Comment on roule la flotte de voitures, etc. Et on va essayer d'optimiser chaque point. Et donc c'est quelque chose d'assez ludique et on a intégré nous les collaborateurs dans l'entreprise pour que chacun puisse
partager ses idées et vraiment construire quelque chose qui soit périn pour l'entreprise et vraiment embarquer les gens, parce que souvent ce qui se passe quand on essaie de mettre en place des actions, c'est qu'il y a une personne qui dit tiens, moi je vais porter ce truc là, et finalement il le fait tout seul et les gens adhèrent pas forcément au projet. Donc nous on a décidé de le faire un peu plus collectivement. Il faut quelqu'un malgré tout pour embarquer et porter le truc et en être responsable, mais on a fait ça comme ça. On a mis en place des opérations aussi de collecte sur lesquelles en fait on va pas forcément gagner d'argent. C'est un petit peu notre part de mécénat, où on va récupérer en fait des terminaux qu'on va envoyer dans des éco-organismes. Je pense à Skrelec, Morphosis, etc., qui vont démanteler les terminaux. Et c'est vraiment l'idée que d'un point de vue marketing, les clients, on ne soit pas seulement là pour leur vendre des choses, mais aussi pour leur apporter une solution sur lequel on ne va pas leur prendre d'argent. Finalement, ils vont juste déposer leurs terminaux et ils vont faire une bonne action et savoir que ça va être redirigé au bon endroit. Donc c'est des actions comme ça qu'on va mettre en place. Donc là j'ai fait le particulier. Et sur le pro, là on est plutôt dans une démarche d'éducation des clients. Donc en fait, toutes les entreprises qui sont clientes chez nous vont avoir à disposition une interface en ligne sur laquelle elles vont pouvoir se connecter, piloter leur téléphonie mobile, acheter des terminaux, etc. Et donc en fait, pour se différencier à la fois des concurrents et pouvoir apporter une solution concrète, à chaque fois qu'elles vont commander un terminal, donc un téléphone, l'impact carbone d'un téléphone il est à peu près 40 kg, et ben on va venir compiler tout ça dans un petit dashboard, et à la fin de l'année on va leur dire voilà, avec votre téléphonie mobile vous avez eu un impact de 1,5 tonne, et si vous aviez choisi des téléphones neufs plutôt que reconditionnés, vous auriez eu un impact de 6 tonnes, admettons. Et donc on n'est pas là pour leur dire prenez que du reconditionné, c'est ça qu'il faut faire. En fonction des politiques d'entreprise, on a des stratégies qui sont différentes. Mais par contre, on va leur montrer des solutions qui, à périmètre égal, on va dire qu'ils vont répondre aux mêmes usages, mais qui vont être plus vertueuses pour l'environnement. Donc on essaie de passer ce message-là sans s'imposer en disant qu'on est les meilleurs, mais plutôt apporter des solutions concrètes et faciles surtout. Il faut que ça soit facile pour le client et que ça soit pas plus compliqué pour lui. Ça fonctionne plutôt bien comme ça. Alors moi, ce que je retiens, c'est beaucoup l'humain en fait dans tes choix, parce que tu as mis l'humain finalement dans tes salariés, puisque tu les as incorporés en fait dans tes choix stratégiques. Et ça, c'est du marketing. C'est ce choix de stratégie en fait, comment je vais toucher ma clientèle, mais aussi comment j'aborde en fait ma masse salariale dans mon entreprise pour qu'elle soit porteur en fait de mes messages. Et puis j'entends aussi ce côté humain dans le conseil que tu abordes, avec autant de clientèle professionnelle que particulier, où finalement vous êtes beaucoup dans du conseil, et c'est peut-être ça que vient chercher ta clientèle. Ouais, exactement. Et ce qui est le plus dur, notamment quand on grandit plutôt vite, pour donner un ordre d'idée, on était 4 en septembre 2021, là on est un peu plus de 20 du coup. Et donc quand l'équipe grandit très vite, nous on est porteur de valeurs, d'envie, on connaît le produit, on sait où on a envie d'aller, etc. Et on se rend rapidement compte que quand il y a des gens qui arrivent et qui viennent soutenir, accompagner le projet, et finalement ça se perd un petit peu. Et donc il faut arriver à transmettre cette énergie-là, etc. Et nous, on le fait à travers des séminaires, des formations. Nous, tous les collaborateurs dans les boutiques, on a ce qu'on appelle un workshop. Ils viennent une fois par mois au siège directement, où on va aborder des thèmes spécifiques. Ça va être comment vendre aux clients et comment raconter l'histoire que le téléphone il est reconditionné à 30 km de la boutique. Et vraiment insister. Et si on le fait de manière consistante et toujours en embarquant les gens, on se rend compte que finalement, par mimétisme, le message passe, le discours aussi, et donc derrière on a quelque chose de cohérent à l'échelle globale. On a un peu un effort de répétition quand même toujours, à faire. Ouais. Toujours. Et justement, c'est quoi tes moyens de communication que tu mets en place ? Nous, on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. On a de la publicité de façon très conventionnelle. Publicité, que ce soit sur Facebook, sur Google, pour se faire connaître. Et on met aussi en place de plus en plus des actions à l'échelle locale. Et on l'a fait de manière différente. On a essayé de faire des actions plus globales sur les 3 boutiques où on va communiquer sur une seule chose, etc. Et en fait, c'est assez compliqué. Ce qui fonctionne, c'est justement là aussi dans la transmission, c'est avec chaque manager de point de vente, lui dire écoute, on a l'opportunité, là je pense par exemple au Téléthon auquel on va participer là début décembre, on a l'opportunité d'avoir un partenariat où on aimerait bien que quand les clients amènent un téléphone en boutique et qu'ils font une reprise, il y a 10% du montant qui soit reversé au Téléthon. Un exemple très, très simple. Et donc du coup, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on leur dit est-ce que ça t'intéresse de participer à ça ? Et si oui, nous on veut bien que tu prennes du temps
pour aller distribuer un peu de flyers, etc. pendant l'action, et que tu sois moteur dans cette action-là. Et en le faisant à chaque fois à l'échelle locale. Et ça fonctionne beaucoup mieux que de le faire sur les 3 points de vente. Et sur la partie business, là, c'est vraiment du commerce assez traditionnel. On appelle des entreprises. Aujourd'hui, elles ont énormément d'enjeux par rapport à la RSE. Et on a des entreprises qui sont pleines de bonne volonté et qui attendent que d'avoir des solutions pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Et quand on présente les choses en leur disant voilà, vous avez ces enjeux-là auxquels vous allez devoir vous conformer, nous on est capable de vous accompagner, on vous propose des choses, vous êtes maître et vous décidez si vous voulez monter dans le wagon ou pas. Et en général, elles sont très très à l'écoute et ça fonctionne plutôt bien. Alors je crois que tu as eu quelquefois un peu des coups durs et puis que tu as joué dessus sur la communication. Est-ce que tu peux nous parler de l'impact sur ta vitrine à Rennes ? Ça c'était un truc marrant. C'est l'avantage avec le marketing, c'est qu'on peut s'éclater et laisser libre champ à ses idées. Pendant les périodes des manifestations à Rennes, en fait, on s'était fait casser notre vitrine. On est place du Parlement et donc il y avait un monsieur qui avait trouvé de marrant de casser toutes les vitrines une par une, dont la nôtre à cette époque-là. Et sur le moment, on était très énervés. On chantait des noms d'oiseaux un peu partout. Et donc du coup, à un moment, on s'est dit comment on transforme finalement cette épreuve qui est un peu chiante où on va devoir payer, etc. On a l'assurance, ça prend des plombes, etc. en opportunité. Et donc on a remis un OSB et on s'est dit tiens, on va jouer sur la com. On est plutôt, on s'amuse plutôt à faire ça. Et donc on a mis un grand sticker qui indiquait on s'occupe pas encore des vitrines. En revanche, on peut s'occuper de vos smartphones. Et donc on a publié ça sur les réseaux sociaux et ça a fait un buzz et les gens à chaque fois qu'ils passaient devant ils trouvaient ça trop drôle. Et donc voilà, c'est toujours transformer un peu les challenges comme ça en opportunités et on s'est bien marré. Et donc voilà, c'était plutôt cool. Ouais, mais c'est un bon moyen qu'on se rappelle de vous en fait. Ouais, ça permet d'ancrer un peu les gens. Ils se disent putain, mais ils sont un peu loufoques, quoi, un peu sarcastiques quoi, sur leur situation. Et ils rigolent, ils rentrent dans la boutique. Ah, c'est marrant votre affiche. Est-ce que vous pouvez me faire un devis ? Voilà. Donc, ouais, c'est ça qu'on peut dire aussi. Le marketing, c'est essayer de trouver des moyens pour qu'on se rappelle toujours de nous. Et puis, ça passe par le conseil, par les mises en place d'actions qu'on met en place, notamment comme tu nous as parlé des codifies, etc., qui sont peut-être une petite pierre. Ouais. Et puis ce moyen de communication, de détourner en fait des éléments qui peuvent être un peu durs en éléments en fait de force pour une entreprise. Ouais. C'est vrai que nous là-dessus, on a toujours fait le choix. On a assez peu de labels. Je suis pas trop pas friand, mais on ne peut pas aller chercher tous les labels, etc. Mais par contre, ça rassure le client derrière. Quand il voit une cohérence entre les labels qu'on va avoir et le discours qu'on va tenir en boutique, qu'on va tenir auprès du client quand on va aller le voir, finalement, ça devient évident. Et on se dit, OK, ils ne sont pas en train de nous embobiner et de nous raconter n'importe quoi. Et donc, ça se fait assez naturellement. Et donc, quand on le fait comme ça, en général, les clients comprennent assez rapidement et donc, ça fonctionne plutôt bien. On peut dire que pour conclure, finalement, le marketing, c'est aussi une marque de confiance. Clairement. C'est de trouver en fait comment acquérir la confiance de sa clientèle. C'est vrai que nous, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer. J'ai un petit peu moins en boutique maintenant. J'y vais quand même de temps en temps. Et c'est vrai que nous, dans notre métier, et je pense que c'est pareil dans beaucoup de métiers, tu parlais de manger finalement quand on s'alimente. Enfin, si on ne s'alimente pas, on meurt. Donc, c'est des sujets qui sont super importants. Et c'est souvent le cas. C'est vraiment la confiance. Il faut réussir à créer un lien de confiance avec les gens. Nous, j'ai encore des souvenirs de clients qui viennent où ils ont fait tomber leur téléphone dans l'eau, ils ont les photos, 10 ans de photos, le petit qui est né il y a 3 ans, etc. Et ils veulent pas perdre ça. Et donc, à la fin, les sourires, quand on a réussi à réparer le téléphone, à récupérer les photos, c'est sympa. Et donc, ils ont confiance. S'ils ont confiance, après, ils en parlent et ça roule. Merci beaucoup, Adelin. De rien. Pour son retour. Et on va terminer par Aurélien, photographe. Alors Aurélien, est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Aurélien, le photographe ambulant à Rennes. Et c'est bon là ? Et ce qui anime ma démarche, c'est agir maintenant face à l'urgence climatique et de se dire, de réussir en réduisant l'empreinte carbone à gagner sa vie ensuite. Donc je suis photographe ambulant à Rennes. Et je photographie l'engagement principalement. Donc ça peut être des artisans, ça peut être des entreprises, ça peut être aussi des particuliers.
Et je revenais à la démarche d'agir maintenant. Donc l'objectif, c'était d'essayer d'être local le plus possible et donc de réduire l'empreinte. Donc quand Adelin parlait des émissions de carbone, des dashboards liés à ce qui peut être l'empreinte et ces émissions de gaz à effet de serre, j'ai essayé de m'appliquer ça à moi-même à travers l'électricité, l'énergie et forcément les déplacements. Et je me suis dit, eh bien, autant en profiter, rester en local, faire les choses à vélo le plus possible. Donc ça, c'est un vélo cargo que j'ai depuis 2022, mais avant, c'était un vélo normal avec une remorque derrière. Et évidemment, je ne fais pas que les choses à vélo. Il arrive aussi que forcément, je suis obligé de me déplacer. Je fais des photographies dans le cadre de la transition énergétique. Et donc là, l'objectif, c'est lorsqu'on prend un véhicule et qui va polluer, trouver une manière, sans que ce soit du greenwashing, mais de montrer qu'il y a une cohérence. Donc on parlait de la cohérence dans le discours de mes deux prédécesseurs. Et c'est vrai que ça, c'est important d'essayer toujours de faire le maximum. Et ça aide lorsqu'on a un discours face à quelqu'un qui, par exemple, veut de la photo de drone. Moi, je lui explique que le photographe ambulant, il ne fait pas ça. Parce que c'est toujours une photographie d'un point de vue humain et pas une machine. Parce que aussi, je pars du principe que ce n'est pas parce que c'est possible qu'il faut toujours le faire. Donc, j'essaie de me dire, bien, je vais plutôt aller chercher un point de vue que n'importe qui peut avoir en se déplaçant, en recherchant autour, par exemple, d'un parc éolien, et de trouver à un moment donné, à un endroit donné, une image qui va être harmonieuse, qui va avoir du sens. Et est-ce que tu crois que justement cette notion de ambulant permet de mieux communiquer auprès de ta clientèle, de ta conception de la photographie? Alors ça, moi j'ai cette notion d'ambulant au début, et je pense qu'on le voit un peu, c'était artisan photographe. Mais c'est lorsque le logo, bon là il est déformé le logo, mais c'est lorsque j'ai pu, avec ma graphiste, voir le logo du photographe là qu'elle m'avait fait, qui représentait vraiment ce que je voulais véhiculer, que le mot s'est imposé en fait, le photographe ambulant. Et j'aime bien cette notion parce que tu as une notion de fragilité, ça fait un peu vendeur ambulant. Donc c'est pas du tout les notions prestigieuses que je voulais véhiculer avec la photographie, parce que quand on est photographe, ça amène beaucoup de choses, donc on peut aussi avoir beaucoup de pression sur les épaules, et moi si je veux bien travailler, j'ai besoin d'avoir cet esprit de confiance et de transparence vis-à-vis du client, pas de dire que je vais être le meilleur des photographes, mais par contre un élément important, c'est que je vais être à l'écoute, je vais faire de mon mieux et aussi apporter un point de vue par rapport à lui, quelle est son activité quand on est boulanger, quelle est son activité quand on est par exemple dans la maintenance d'éoliennes, et de faire des photos. Ce que je souhaite faire, ce sont des photos qui représentent les gens et qui ne soient pas forcément une vitrine, mais dont on puisse se servir après pour un site internet, pour parler de ses valeurs, pour parler de son métier. C'est vraiment ça qui est important. Alors on retrouve le côté confiance, le côté valeur. Il y a le côté écoute, là, que tu viens de nous apporter. Donc c'est peut-être ça aussi, le marketing, c'est finalement écouter en fait les besoins de la clientèle. Es-tu d'accord? Ah oui, c'est capital. Et peu importe le marketing, dans n'importe quelle activité où on a un service, un produit à vendre, c'est avant tout de laisser les gens venir. Parce que en fonction de la manière dont on peut interagir avec la personne, on peut totalement perdre la personne qu'on a en face de nous. Et donc, de nous dire son besoin, ou de dire par exemple pour la photographie quelles émotions sont importantes pour elle, ça va orienter la manière dont va se passer un photoreportage. Où est-ce qu'on va aller? Quels angles on veut chercher? Il n'y a rien de pire que de ne pas écouter un client, d'avoir la commande et au moment où on livre, de se dire merde, est-ce que je suis bon, ou est-ce que vraiment ça va représenter ce à quoi le client s'attend? Et si on n'a pas ce travail d'écoute, et je pense que c'est valable dans beaucoup de métiers, on se retrouve avec une appréhension qui est extrêmement désagréable. De toute façon, il y a toujours cette notion il faut que je réponde à un besoin de ma clientèle, et mon marketing, en fait, il est là pour montrer que je vais y répondre. Et donc, c'est véhiculer justement ça, ce que moi, je vais pouvoir apporter par rapport à mes valeurs. Faites-moi confiance et je serai aussi à votre écoute. Je suis à votre écoute.
et faites-moi confiance. C'est dans ce sens-là, en tout cas que pour moi, ça marche. Et avec la démarche que j'ai, le côté vélo, le côté... j'ai pas un studio où les gens vont venir et ils vont avoir une photo... j'ai un studio mobile, du coup j'ai besoin de place chez la personne, ça prend un petit peu plus de temps en fonction de la science photo qu'on recherche. Mais après, par exemple, sur tout ce qui est énergie renouvelable, eh bien, si un client veut avoir 4 parcs éoliens, je vais chercher la bonne fenêtre météo et là, je vais faire un tour avec mon véhicule. Et je vais expliquer qu'à ce moment-là, il n'y a pas de drone. Mais par contre, je suis assez clair avec ça. Dès le début, j'explique la manière dont je travaille de manière à ce que si lui, son besoin, c'est vraiment d'avoir un drone, soit je lui propose quelqu'un ou on travaille ensemble, mais de bien expliquer qui sait faire quoi. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu du label Ecodéfi? Est-ce que ça t'aide dans ton marketing et dans ta communication? Alors, le label Ecodéfi, c'est entre guillemets une marque, on va dire. C'est un label, une petite qualification, Adelin en parlait, qui est portée par la CMA et qui est une situation à un point donné avec un conseiller de la CMA qui vient et recense toutes les pratiques. Et ensuite, basé sur ces pratiques-là, on va s'engager à faire des actions d'amélioration. Et à partir du moment où on a au moins un certain nombre d'améliorations, on peut prétendre à obtenir le label Ecodéfi et on l'a eu ensemble avec Adelin en 2021-2022. Et ça t'aide justement dans ta communication un petit peu? Ça m'aide pour avoir en fait un repère, mais par rapport à les pratiques que j'avais, moi ça m'a aidé en fait à synthétiser tout ce que je faisais déjà et que je prenais pas le temps de faire. De dire ah oui, donc c'était parce que j'avais les éco-défis et que j'ai voulu rassembler le dossier, enfin tout ce que je faisais, j'ai pu rassembler tout ça et ça m'a apporté de la matière pour raconter ce que je pouvais faire déjà. Et ensuite, évidemment, ça permet de rentrer en contact avec d'autres artisans. C'est grâce aux éco-défis que je suis là aujourd'hui, parce qu'à travers l'interaction que j'avais eue avec Karine Lecoq, elle s'est dit, oui, c'est intéressant, et il y a une démarche derrière. Donc ce côté lien, interaction avec la personne, en fonction du message qu'on porte et l'engagement qu'on peut avoir, personnel ou professionnel, ça marque les gens. Que ce soit pour un biscuit, que ce soit pour un téléphone, les gens se disent, ah oui, tiens, là, il y a quelque chose de différent. Et que ce soit du réusage ou d'avoir de l'écomobilité ou de dire, moi, je ne pourrais pas faire de la photo de drone, à un moment, ça crée un précédent, que ce soit positif, parce que non, j'ai besoin du drone, ou négatif, mais pourquoi vous ne faites pas de la photo de drone? Et là, on explique pourquoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'entretenir cette dialogue. Alors j'avais une dernière question avec toi. Est-ce que tu mets toujours ton logo en fait sur tes photos? Parce que j'ai vu sur certaines de tes photos qu'il y avait toujours ton logo. Est-ce que c'est un moyen pour à chaque fois te reconnaître ou pas du tout? Alors ça dépend. Tout ce qui est livré au client, il y a 0 logo. Parce que c'est une photo avec une cession de droit, donc il en a libre usage dans le cadre défini. Et ensuite, ce qui est sur les réseaux sociaux, il y a toujours le petit logo au fond, en bas à droite, pour le côté, en effet, voir que c'est le photographe ambulant assez rapidement. Et parce que vraiment ce logo, je le trouve super sympa. Il y avait quelqu'un de l'INPI qui passait il y a un peu moins de 2 heures. Et moi j'ai déposé ça à l'INPI parce que c'est un logo, c'est important. Et moi il y a beaucoup de choses qui sont liées au logo. Donc c'est protégé. On sent que c'est important et puis c'est quand même ton identification qui est là. Et le logo reste un moyen de marketing finalement peut-être essentiel aussi. Chaque élément compte. Donc on parlait de répétition, un petit logo en bas d'une photo, c'est important. Sur les factures, c'est important. Et là, un élément que je n'ai pas parlé, c'est aussi tout l'écosystème qu'on peut créer. Quand on parle de marketing, on parle de valeurs partagées, de valeurs au sein d'une société. Et je trouve que d'expliquer avec qui on travaille, pourquoi on travaille comme ça, que ce soit pour son électricité, que ce soit les artisans avec qui on bosse pour le logo, le graphisme. Sur mon vélo, j'ai des artisans qui ont travaillé pour les systèmes d'éclairage, pour la bagagerie, le pare-pluie pour le matériel. Et bien en fait, on se rend compte que tout autour de nous, l'engagement et notre entrepreneuriat, on fédère des gens autour de nous. Et donc on n'est pas tout seul.
Quand on a un site internet, ça permet aussi d'avoir du cross-link pour le référencement. Ça peut amener aussi des clients. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on s'engage sur une autre trajectoire. Souvent, on est à contre-courant parce que il y a une certaine manière de faire où il faut toujours plus vite, toujours plus fort. Mais on se rend compte que du coup, en ramant à contre-courant comme ça, on n'est pas tout seul. Et au contraire, on peut aussi établir des liens qui soient fertiles. Merci Aurélien. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle par rapport à nos 3 entrepreneurs? Bon, la première question, elle est toujours un peu dure, donc je vous propose de passer à la deuxième. Qui a la deuxième? Aucune? Ah, c'est allumé. Bonjour, je voulais juste savoir au niveau du label Éco-Défi. Au niveau du label Éco-Défi, vous avez parlé de la CMA. Si on ne fait pas partie de la CMA et qu'on est plus en libéral, est-ce qu'on peut quand même... Alors c'est un label qui est porté par l'ADEME et donc nous la CMA on le met en place mais il y a aussi la CCI. Alors le label Éco-Défi aussi permet d'avoir des fois des publications aussi sur les journaux locaux etc. après avoir obtenu le label donc qui peut être un bon moyen. Donc il faut se rapprocher soit si vous êtes à la CMA rapprocher de la CMA ou sinon de peut-être de la CCI et se rapprocher de la CCI. Maison des professions libérales? Je ne pense pas, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une bonne question à leur poser. D'accord. Merci. Y a-t-il d'autres questions sur le marketing, sur la mise en place du marketing? Non? Alors pour conclure, on peut peut-être donner quelques conseils par rapport à ce qu'on a vu. Donc bon, déjà le marketing, la communication, c'est quand même des éléments essentiels à votre développement et à votre entreprise. Parce que si vous ne communiquez pas, on ne pourra pas vous connaître, on ne pourra pas vous identifier. Et donc c'est un élément essentiel. Et donc ce qui était important, je pense que vous l'avez retenu, c'est la mise en place en fait des valeurs que vous allez vouloir transposer dans votre entreprise. Vous allez être des entreprises, vous allez vendre en fait des produits, des services, mais qui vous tiennent à cœur, qui sont importants pour vous. Et donc c'est important que vous mettiez en fait de vous-même dans votre entreprise, de vos propres valeurs et que vos clients vont venir s'identifier aussi à l'intérieur. Alors peut-être que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde, mais c'est peut-être pas le principe aussi d'une entreprise. C'est peut-être pas de plaire à tout le monde, mais c'est de plaire en fait à sa clientèle cible et d'être bien identifié. Le réseau est important et notamment l'humain aussi est important finalement que vous soyez l'expert et d'apporter le conseil que vous avez derrière soit de vos services soit de vos produits, c'est quand même assez important. Restez fidèle à vous. On l'a dit, ne perdez pas votre âme face aux contraintes du marché, restez fidèle par rapport à vos visions de votre entreprise et vous verrez que ça va payer et cultivez votre passion. C'est justement pour ça que vous créez et c'est aussi pour ça qu'on viendra vers vous. Merci à tous en tout cas pour cet atelier. Merci à Adelin, merci à Aurélien, merci à Angélique vraiment pour... Je rajouterais juste une chose quand tu parlais de rester fidèle à vos valeurs. C'est vraiment capital et on peut avoir souvent tendance quand on va sur les réseaux sociaux de se rendre compte, moi personnellement j'ai toujours tendance que tout le monde est meilleur que moi et on se dit non en fait c'est pas intéressant ce que j'ai à dire. Mais il faut vraiment pacifier et en avoir l'usage qui nous paraît raisonnable plutôt que de dire il faut, de vraiment s'approprier de ce qu'on veut dire et si on est en phase avec ces valeurs, ça nous fait du bien et chaque jalon qu'on franchit, on est en phase avec ça et on ne s'est pas entre guillemets soudoyer pour avoir une belle place sur LinkedIn par exemple. Ça c'est vraiment important je trouve. Parce que sur le long terme, ça paye. À court terme, peut-être pas, mais sur le long terme, ça paye vraiment. Ayez confiance en vous, peut-être. C'est ça qu'on veut dire. Merci à vous trois en tout cas. Merci à vous. Et puis, on espère que ça vous a apporté des éléments pour la suite pour vous. Bonne fin de salon.